Mesdames et messieurs de la presse, chers amis, j'aime la France. Pas de manière abstraite, avec les sens autant qu'avec le cœur. La France, ce n'est pas une idée. Pour moi, la France est une réalité vivante d'hommes et de femmes, de terres et de mers, d'arbres et d'oiseaux, de fleuves et de forêts, de saveurs et de mots. J'aime tout de la France. Des collines du Perche et des coteaux vignerons de la Bourgogne aux dentelles de Montmirail et des calanques de Cassis, des granites de Bretagne et des volcans de la Réunion aux gorges de la Lozère et de l'Aveyron. J'aime la langue française et les saveurs des accents locaux de Marseille à Maubeuge et de la Corse à Nouméa. J'aime les produits des forêts et des mers de France, comme j'aime les monuments et les chefs-d'œuvre qui forgent de la mémoire nationale. Ils sont les produits du temps long, des savoirs et des patiences accumulées. C'est que la France est un souffle vivant. C'est que la nation est une réalité physique, charnelle. C'est qu'il faut la sentir, la parcourir et la vivre pour l'aimer vraiment. Qu'il faut l'aimer avant de la comprendre et la désirer avant d'en parler. J'aime la France parce qu'elle est l'un des territoires sur cette planète les plus favorables, les plus bienveillants, les plus amicaux à la vie humaine. Comme vous, je m'y sens bien et je m'y sens chez moi. Je ne suis pas de nulle part, je suis de France. Je veux partager avec vous mon projet pour la France, qui est un projet pour une France durable. Il est pour vous, Français de métropole et d'outre-mer, pour vous aussi, Français de l'étranger, et il est pour ces mers, ces territoires qui sont notre patrimoine commun. Nous en avons hérité. Nous leur devons ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons et la douceur du climat. Nous leur devons ces animaux, ces paysages dont les images peuplent nos souvenirs d'enfants et nos rêves d'adultes. Nous devons les transmettre, plus beaux, plus riches, à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Nous ne pouvons pas en user et en abuser à notre guise, les liquider pour un peu plus de confort ou d'argent. Ils sont l'héritage que nous ont laissé les générations d'avant nous, pour qu'à notre tour, nous les rendions plus beaux, plus divers aux générations à venir. Assurer aux Français la bienveillance de la nature, la richesse de leurs terres et de leurs mers, la profusion de ces biens communs qui sont notre patrimoine à tous, c'est leur préserver une espérance de vie exceptionnelle, une vie en pleine santé et au contact permanent de la beauté. C'est remplir l'une des missions que la Constitution confie au président de la République, assurer l'intégrité du territoire et l'indépendance de la nation. Face aux menaces sur notre santé, sur notre espérance de vie, sur notre patrimoine que font peser le dérèglement du climat, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, le pillage de la diversité et la grande extinction des espèces, toute politique d'indépendance et de sécurité nationale sera une politique en faveur d'une France durable. C'est au président qu'incombe la mission de conduire cette politique, je la conduirai. En 2016, nous sommes officiellement entrés dans une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène. Le Congrès international de géologie qui s'est réuni en août dernier au Cap nous le dit, après le Jurassique, le Crétacé de nos écoles, après l'Holocène récente, nous vivons dans l'Anthropocène. Ce sont les activités humaines, énergie carbonée, agrochimie, concentration urbaine, manipulation du vivant, destruction de la diversité animale et végétale, chimie industrielle et transport qui déterminent les évolutions de notre planète, du climat à la diversité des espèces, des sols aux océans. Nous vivons un moment crucial de notre histoire, celui où pour la première fois, nous produisons le monde qui nous entoure. Celui où nous, Français, comme les autres habitants de la planète, là où ils vivent, devenons pleinement responsables de ces ressources. Elles seront ce que nous en faisons. Jamais dans l'histoire nous n'avons eu ce pouvoir. Nous sommes plus puissants que la plupart des forces naturelles pour façonner le monde. Jamais aussi notre pouvoir de destruction n'a été aussi grand. Ce nouvel âge redéfinit la mission du gouvernement et de l'État. Une économie qui ne connaît que les chiffres, qui accorde une préférence absolue au présent et compte
pour rien le long terme. Une croissance dont la mesure ignore la destruction des ressources et survalorise les flux de biens, de services et d'argent ne peut être juge d'une action politique qui doit d'abord garantir aux Français l'essentiel, c'est-à-dire la santé et la sécurité. C'est au gouvernement de la France et c'est à l'État qu'il appartient de porter cette responsabilité. Il est seul à pouvoir le faire, il est seul à devoir le faire. Pour que jamais les enfants ne soient confinés chez eux, interdits d'aller à l'école tant la pollution de l'air met leur vie en jeu, ce fut le cas à Delhi en décembre 2016. Pour que jamais des villages de France ne soient nommés villages du cancer parce que le tiers des enfants à la naissance sont touchés par des cancers comme c'est le cas en Chine. Pour que plus jamais les agriculteurs ne soient obligés de se battre pour que les maladies provoquées par des produits toxiques dont l'emploi leur est conseillé par les représentants de l'agrochimie soient reconnues maladies professionnelles. Pour que jamais le consommateur français n'ait à craindre que la mort puisse venir de produits achetés en rayon ou sur Internet sous forme de médicaments contrefaits. Et pour que jamais les Françaises et les Français ne soient confrontés à la baisse de leur espérance de vie, comme le sont ces citoyens américains qui ont vu leur espérance de vie diminuer en 2015. La légitimité de toute politique viendra de sa capacité à prendre la responsabilité d'une France durable et à l'assumer. Je l'assume. Dans ce domaine, les responsabilités dépassent les mandats électifs. Elles dépassent l'horizon électoral des dirigeants et pourtant, elles reposent sur nous. Dérèglement climatique, extinction des espèces, stérilisation des sols et des eaux, pic majeur de pollution de l'air à Paris, à Lyon, à Grenoble ou à Marseille. Menace sur la sécurité énergétique des Français, les sujets s'accumulent et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Ces responsabilités interrogent nos démocraties sur leur capacité à organiser la décision publique, à formaliser les préférences sociales pour la qualité de vie, à décider et à engager le très long terme, souvent sans bénéfice visible à court terme, mais avec la certitude que de le devoir à nos enfants et à la France. Les affronter aujourd'hui est le devoir et l'honneur du politique, je ne m'y déroberai pas. Le combat pour la souveraineté nationale, c'est le combat pour la diversité des peuples, des cultures et des civilisations. Le combat pour l'identité de la France, c'est le combat pour la transmission dans le temps de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, de ce que nous voulons. C'est le combat pour que demeurent dans nos jardins, nos montagnes et nos campagnes, ces fleurs, ces oiseaux, ces abeilles et ces papillons qui peuplent nos fables et les tableaux de nos peintres. Et c'est le combat pour une économie équitable et durable. Le combat pour les frontières, c'est le combat qui respecte chaque nation, chaque modèle social, chaque organisation économique et ne réduit pas les hommes, les entreprises et les territoires à un prix du marché. Et c'est le combat contre une administration européenne qui n'a jamais voulu protéger les populations contre les ravages des perturbateurs endocriniens, les agriculteurs contre le modèle colonial des semenciers et des fabricants d'OGM, aussi bien que les abeilles et les pollinisateurs contre les néonicotinoïdes qui les exterminent. Des commissaires européens rêvent d'être employés par Goldman Sachs. Des experts européens rêvent d'être employés par Monsanto ou Bayer. La santé et la qualité de vie des Européens ne pèsent pas lourd contre eux. Ce combat est aussi un combat pour la justice et l'égalité. Je n'accepte pas que ces multinationales détournent la loi et fassent payer le contribuable pour leurs mauvais choix techniques et industriels. Voyez l'amiante et les centaines de millions d'euros que coûte chaque année à la sécurité sociale la prise en charge des victimes de l'amiante. Voyez les pesticides, herbicides et les autres phytosanitaires dont le résultat économique est sans doute négatif une fois pris en compte tous les effets secondaires. Ils coûtent à la collectivité plus qu'ils ne rapportent en augmentant la production, mais ils continuent de bénéficier pour des milliards d'euros à une industrie chimique qui pense n'avoir jamais à faire face aux effets sur la santé humaine et les finances publiques de ces produits. Privatiser les profits et reporter les pertes sur la collectivité, surtout quand il s'agit de cancer, de stérilité, de maladies dégénératives, voilà une injustice et une inégalité que je n'accepte pas. Face à la cupidité financière,
Face à l'impunité des multinationales, nous savons désormais que la survie de certaines espèces et peut-être bientôt celle de l'espèce humaine sont en danger. Le dérèglement du climat, la contamination chimique des milieux et des corps, l'explosion démographique mondiale et les dérives de l'économie financiarisée dégradent nos conditions de vie d'abord, réduisent ensuite l'espérance de vie et sont autant de dangers considérables. Nous savons que la mondialisation a des conséquences dramatiques sur les conditions de vie de millions de Français, privés d'emploi, bousculés dans leurs mœurs et leur mode de vie, étrangers chez eux, émigrés de l'intérieur, et bientôt peut-être privés aussi de soins de qualité, condamnés à une alimentation dégradée, à des infrastructures délabrées, exclus de l'accès aux biens communs parce qu'ils seront privatisés. Tout est lié. Et nous ne survivrons pas sans qu'un État en pleine possession de son territoire puisse protéger les Français, leur santé, leur patrimoine commun et cette bienveillance de la nature qui est notre capital à tous. Tout est lié. Et nous n'éviterons pas les trafics de produits frelatés ou corrompus sans le contrôle de nos frontières et des conditions d'entrée et de résidence sur notre sol, sans une fiscalité écologique et sociale qui favorise nos préférences nationales. Tout est lié. Et nous ne survivrons pas sans remettre l'entreprise au service du projet national et sa réussite au service du plus grand nombre. Nous ne réussirons pas notre réindustrialisation sans lui donner un contenu exigeant de préservation de nos ressources, eau, sol, êtres vivants, et de notre apport au territoire. Nous ne réussirons pas notre relance économique sans promouvoir nos entreprises de proximité, seules vraies créatrices d'emplois durables, nos coopératives solidaires, notre agriculture paysanne. Tout est lié. Et la puissance de la marque France viendra de son excellence environnementale, de sa qualité alimentaire, de son intelligence énergétique et de la pacification savante de nos relations avec la biodiversité. De la même manière, la prospérité des Français dépendra de notre combat pour leur santé, leur sécurité énergétique et alimentaire. Défendre l'excellence nationale contre l'uniformisation du libéralisme mondial, c'est aussi défendre la France contre sa colonisation par l'agrochimie et les capitaux nomades. C'est défendre les jardins et les vergers de France contre des multinationales qui ont déclaré la guerre à la diversité des espèces. Défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance de la France, c'est choisir d'accélérer la transition énergétique, de renforcer nos services publics et de protéger nos biens communs. C'est affirmer un patriotisme industriel qui rende la France indépendante dans les secteurs stratégiques de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie, des métaux rares et la soustrait aux manipulations de ceux qui veulent détenir le monopole des ressources essentielles. Comme vous, j'ai été confronté à ces aliments vides, ces pommes, ces tomates, ces grappes de raisin, dont le bel aspect en rayon, les belles couleurs et l'apparence de maturité cachent le vide de vitamines, de minéraux, de tout élément nutritif et de goût. C'est l'effet de l'illusion industrielle qui rompt le lien de l'agriculture avec la nature pour les remplacer par la chimie et le crédit. Que vaut une industrie qui vide le lait, les légumes, les fruits de leur qualité nutritive et de leur valeur alimentaire? Que vaut un modèle qui court après les prix les plus bas en dénaturant les produits au point que, dans les abattoirs, les industriels appellent minerais les animaux qu'ils tuent? Et que vaut un système qui gave d'antibiotiques les animaux d'élevage pour les faire grossir plus vite, mais multiplie les cas de résistance aux antibiotiques des maladies humaines et qui tue déjà chaque année des êtres humains par milliers? J'en suis persuadé. La dégradation des qualités alimentaires des fruits, des légumes et de la viande, comme la violence des conditions de certains élevages, participe au sentiment d'appauvrissement, de délaissement et même de violence qui fait mûrir la colère chez tant de Françaises et de Français quand ils voient se dérober les satisfactions quotidiennes de la vie et quand ils n'ont plus confiance dans les produits de leur terroir. C'est tout le savoir-faire de générations d'artisans, de paysans, d'entrepreneurs qui est jeté aux orties. Et nous le savons bien, ceux qui maltraitent sciemment la terre et les animaux ne traitent pas mieux les hommes. Je n'accepte pas la banalisation de la marque France. Je n'accepte pas
que la France devienne un acteur parmi d'autres du marché mondial des céréales, de la viande, s'épuisant dans la course au prix le plus bas. Défendre l'identité nationale de la France, affirmer notre préférence pour une culture riche d'histoire, de légendes nationales et de ces symboles qui font la communauté des Français, c'est promouvoir l'excellence de nos appellations territoriales. C'est défendre la qualité biologique de nos produits. Et c'est avancer résolument vers ces nouveaux modes de production et de distribution d'énergie, de mobilité humaine et rurale qui donneront un nouveau sens à la vie locale et à la responsabilité des acteurs territoriaux. Je n'accepte pas que les traités de libre-échange et les pièges de la sous-traitance permettent de mentir sur l'origine des produits, fassent vendre pour produits de France ce qui n'est qu'assemblage de produits venus de pays qui ne respectent aucune norme de protection et de précaution alimentaire et sanitaire et que des marques commerciales remplacent nos appellations territoriales. Je n'accepte pas que le contrôle des autorités sanitaires, des instituts d'études et des missions d'expertise par les intérêts particuliers d'industriels ou de puissances étrangères, encore moins quand la santé des Français est en jeu. Et je refuse l'impuissance organisée des douaniers, des contrôles vétérinaires, qui explique qu'un tiers des médicaments vendus sur Internet soient des faux et que le marché des produits phytosanitaires illégaux dépasse le milliard d'euros par an. Je n'accepte pas que la nature et les hommes soient des marchandises comme les autres. Je refuse de les réduire à des critères de compétitivité, d'attractivité et autres fariboles par lesquels le capitalisme financier entend manipuler l'opinion et imposer son agenda aux nations et aux États. C'est pourquoi je demanderai à mon gouvernement de construire l'ordre juridique qui garantira à tous les Français la sécurité environnementale, le droit à des ressources saines, le droit d'avoir un air sain, des eaux préservées, un milieu de vie bienveillant, divers et proche. Ces droits collectifs de tous les Français viendront prolonger et compléter les droits de l'individu et du citoyen. Ce moment est extraordinaire pour nous, citoyens de France, parce que nous avons à la fois la chance et la responsabilité d'un territoire unique, fragile et précieux. Avec le deuxième, peut-être même le premier domaine maritime du monde, avec des terres françaises présentes dans les 4 océans et sur les 5 continents, la France est l'un des plus grands foyers de biodiversité de la planète. Il faut le savoir, il faut s'en réjouir, il faut le défendre. La diversité est le meilleur garant de l'abondance. La croissance bleue est un axe central de ma politique de renaissance de la France. Je demanderai au gouvernement d'engager une politique résolue de maritimisation de notre économie et de nos projets, à la fois pour mieux valoriser les ressources de nos côtes et de nos mers, de la culture d'algues à l'utilisation des énergies marines, et aussi pour nous assurer, dans notre zone économique exclusive, que la surpêche et le piratage de nos ressources ne viennent pas compromettre les intérêts des générations à venir. Je demanderai, en concertation avec les pêcheurs, que les quantités prélevées et les méthodes de prélèvement soient compatibles avec le maintien ou la reconstitution des stocks de chaque espèce de poisson ou d'algues. La situation dans laquelle dans certains secteurs, plus de 80% des espèces de poissons sont menacées de disparition n'est évidemment pas acceptable. Qui accepte que la Méditerranée soit une mer morte, que la vie déserte nos fleuves, nos rivières, nos étangs? La mer française n'est pas à vendre. Et toutes les actions nécessaires seront conduites avec l'appui de la Marine nationale et de la gendarmerie, mais aussi les outils de la surveillance satellitaire, des drones et des moyens d'interception rapides pour protéger les zones économiques exclusives de la France contre les pêcheurs pirates qui menacent de vider nos mers, pour faire respecter notre souveraineté sur les terres émergées et le plateau continental, comme le protocole de Montego Bay l'a redéfini en 1982. La mission conduite par l'Ifremer pour l'appliquer a permis d'étendre le domaine maritime français au-delà des 12 millions de kilomètres carrés. Cette conquête n'a pas été célébrée comme elle devrait l'être. Nous ne céderons pas un pouce de ce territoire,
comme le gouvernement s'apprêtait à le faire avec l'île de Tromelin. Nous n'abandonnons pas la moindre parcelle des champs de la mer aux pillards des océans. La condition d'une maîtrise affirmée de notre exceptionnel patrimoine maritime, c'est sans doute sa mise en valeur durable, économique, touristique, stratégique. C'est aussi et surtout la conscience nationale des promesses qu'il recèle pour l'avenir et que nous devons de garantir aux générations futures en nous appuyant sur notre outre-mer, aujourd'hui méprisée. Le potentiel des algues, des nodules polymétalliques, des micro-organismes, des énergies marines et sous-marines dépasse sans doute de beaucoup celui de la pêche. Dans ce domaine aussi, l'innovation n'est pas l'ennemi de l'environnement, c'est notre capacité à préserver les systèmes vivants complexes dans toute leur diversité qui nous assurera des ressources dont certaines sont encore aujourd'hui inconnues. Avec une métropole qui bénéficie d'un climat tempéré, de sols défrichés, travaillés, enrichis pendant des siècles, la France est un grand pays agroalimentaire, longtemps le premier d'Europe. Elle a fourni une nourriture de qualité, abondante et à prix accessible à tous. Elle a développé des savoir-faire et des pratiques adaptées à chaque terroir, à chaque relief. Il retrouve une actualité brûlante. Au moment où les exigences sanitaires et la sensibilité aux pratiques industrielles créent une inquiétude parfois exagérée, parfois justifiée pour le corps humain et la santé humaine. Je n'ouvrirai pas le dossier noir de l'agriculture hyper-industrielle, je ferai en sorte que le dossier soit vide. Je demanderai au gouvernement d'examiner des règles simples, de portée générale, concernant l'usage des engrais, des herbicides, des pesticides, des antibiotiques dans les élevages et les conditions nécessaires pour éviter la contamination par des OGM dans les champs, OGM que j'interdirai. L'absence de contamination ne peut devenir un luxe, mes amis. C'est celui qui contamine qui doit porter la responsabilité de ces techniques. J'accorderai la priorité à ce que les Français puissent fonder leur choix de consommation sur une qualification transparente des produits, de leur lieu de production et des méthodes de production grâce à un affichage précis et systématique. J'exigerai que leurs préférences soient respectées, par exemple en permettant que dans le plus grand nombre de situations possibles, des cantines scolaires aux repas collectifs et aux restaurations d'entreprises, les choix en faveur d'une agriculture biologique, d'une nourriture produite localement puissent être honorés. Je demanderai au gouvernement, dans ce domaine tout particulièrement, d'assurer l'indépendance des experts et des chercheurs responsables d'évaluer la qualité sanitaire des aliments, d'analyser les produits et additifs utilisés et de décider de la mise sur le marché des nouvelles substances. Il n'est pas admissible que le secret industriel soit opposé à des études touchant la santé publique et la sécurité alimentaire. Il n'est pas acceptable que l'information sur les conditions d'élevage et d'abattage, sur les ajouts d'ingrédients industriels aux fruits, aux légumes, aux produits de la nature, soit refusée aux consommateurs. Et il est encore moins acceptable qu'au nom des économies d'échelle et de la spécialisation régionale, l'indépendance alimentaire de la France soit mise en cause. Par l'expertise indépendante, par l'exercice du droit à l'information, par l'organisation de la concertation, par les incitations d'une taxation adaptée à l'importation et à la production, nous viserons l'excellence alimentaire. C'est le moyen de satisfaire les préférences des Français et leurs exigences élevées en matière de qualité alimentaire. C'est le moyen de faire progresser la marque France. C'est aussi et surtout un facteur majeur de notre souveraineté. La phrase d'Henry Kissinger doit nous guider. On tient les États par l'énergie et les peuples par l'alimentation. Je refuse que quiconque pense tenir la France par la faim. Face aux géants de l'agroalimentaire, face à la concentration des acteurs du négoce international, l'indépendance de la France passe par son autosuffisance alimentaire et par la maîtrise de son patrimoine vivant, animal comme végétal. Je refuse que les élevages français deviennent des fournisseurs de matières premières, comme les usines à viande de tant de pays concurrents. La fiscalité sur les produits de l'élevage favorisera les filières qui respectent l'élevage paysan et fera payer aux filières hyper-industrialisées le coût réel des dommages qu'elles provoquent.
Le renouveau de notre puissance, de notre indépendance et de notre compétitivité industrielle passe par une exigence, l'excellence environnementale. C'est la seule voie qui rendra à la France sa place dans le monde, leur fierté aux Français et le désir de France chez tous les hommes libres. La quête de l'excellence agricole a transformé les campagnes, renouvelé les exploitations et assuré à la France ce privilège, fournir une alimentation de qualité à bas prix pour tous les Français, en suffisante à leurs besoins. La France doit maintenant, pour assurer sa propre pérennité et son entière souveraineté, avoir comme guide le souci de ses propres ressources, les sols, les forêts, l'eau, les pollinisateurs, la diversité des espèces et variétés qu'elle élève. C'est une garantie de son indépendance. C'est ainsi qu'elle sera plus robuste face au dérèglement climatique. La quête de l'excellence territoriale assurait concrètement l'égalité des Français et elle a nourri l'image d'une France confiante, apaisée, comblée de ce bonheur français qui continue d'attirer le monde. La quête de l'excellence énergétique, de l'excellence dans la gestion des flux, le traitement des déchets, l'autosuffisance urbaine, la filière du bois, peut faire de la France une des plus belles expressions du génie humain et rendre aux Français la fierté de leur territoire et de leur nation. Et la quête de l'excellence a permis à combien d'entreprises françaises de devenir parmi les meilleures au monde, de l'aéronautique au service collectif, de l'automobile à l'agroalimentaire. C'est la quête de l'excellence qui répond aux enjeux de notre siècle et qui rendra aussi sa compétitivité à notre agriculture et nos industries. L'excellence qui seule fait échapper à la concurrence par les prix et à la spirale du moins-disant, moins de normes, moins de qualité, moins de salaire, moins d'emplois, moins d'investissements, moins d'innovation. Voilà pourquoi j'engagerai une réflexion nationale avec tous les acteurs concernés sur le renouveau des infrastructures, des techniques et des organisations économiques qui permettra d'assurer concrètement aux Français la sécurité environnementale, énergétique et alimentaire. C'est un élément indissociable de la sécurité globale du peuple français. Le premier de nos biens communs est la première des missions de l'État. Je l'assurerai. Il est partie intégrante de la défense de la nation. Cette réflexion devra préciser le principe de précaution et le rôle des normes. Chacun souhaite la simplification, l'allègement, voire la suppression de règles et de normes dont il est dit qu'elles détruisent l'activité. J'observe que les mêmes seront les premiers à dénoncer l'incurie de l'État si le manque d'investissement dans les infrastructures provoque accidents ou ruptures de services collectifs, si maladies, épidémies et infections touchent le bétail, y attaquent les cultures ou bien pire encore, provoquent des maladies humaines. J'ai cru voir certaines organisations professionnelles, soucieuses d'échapper à tout contrôle et de se dérober à leurs devoirs de précaution sanitaire ou de qualité alimentaire, poussées à complexifier sans fin les normes afin de les rendre inapplicables ou bien de rendre leur application si lourde pour leurs adhérents qu'elles suscitent leur colère et les mobilise contre les contrôles. Et j'entends aussi combien partout dans le monde les normes font la valeur ajoutée de notre industrie, combien l'excellence sanitaire et environnementale de nos produits agricoles et de la mer compte dans nos parts de marché et dans les marges de nos filières. Allez voir à Carhaix l'investissement considérable réalisé par des entreprises chinoises pour sécher le lait produit dans les fermes bretonnes et revendu dans des circuits d'exigence en Chine à des parents soucieux que le lait de leurs enfants ne soit pas contaminé par des produits chimiques dangereux pour la santé, comme c'est trop souvent le cas. C'est bien sûr l'excellence bretonne qui a motivé leur choix, mais aussi le niveau d'exigence élevé des normes françaises en matière de lait, car un contrôle bien fait protège les meilleurs professionnels et contribue au progrès d'une filière. Interrogez les industriels de Saint-Gobain à Valléo. Ils vont vous dire combien ce sont les normes qui font la valeur des produits, qui assurent la montée en gamme de l'industrie et du secteur, voire qui créent le secteur lui-même, comme pour l'eau ou les déchets. Et combien ce sont les contrôles qui protègent contre les nouveaux venus et les importations non conformes, pour autant évidemment que ces contrôles soient réellement mis en œuvre. Abaisser les normes sanitaires est une demande de financiers, pas vraiment d'industriels. Ce que demandent les industriels et les paysans, c'est que les normes soient logiques, qu'ils aient une visibilité, qu'elles ne tombent pas en masse de manière
désordonnés. Mais c'est aussi que la haute qualité de leurs produits ne soit pas concurrencée de manière déloyale par des produits sans normes, sans réglementation, importés par des débrouillards, des tricheurs ou des irresponsables et qui inondent notre marché national. C'est au pouvoir politique de répondre à l'exigence de maîtrise de la formidable puissance technique que la biologie, la génétique, la chimie nous donnent et dont le pouvoir de destruction est symétrique au pouvoir de progrès qu'elles contiennent. Personne ne doit pouvoir dire « nous ne savions pas ». Quand l'industrie, la quête de performance et l'appétit financier mettent en jeu la santé humaine, la fertilité humaine, l'explosion des maladies dégénératives humaines et notre milieu de vie. Je l'entends trop souvent. Personne ne doit pouvoir dire « je n'avais pas prévu ». Quand l'intérêt financier à court terme et la pression des multinationales avides de profit conduisent des professionnels à adopter des pratiques, à utiliser des produits qui multiplient les cas de cancer, de maladies dégénératives et de stérilité dans la population avoisinante, de l'amiante aux phytosanitaires, nous l'avons entendu. Il ne s'agit pas de décider, il s'agit de donner aux consommateurs les moyens de décider. Il se soucie non seulement de ce qui entre dans son assiette ou dans son verre, mais aussi des conditions dans lesquelles l'animal a été élevé et abattu, dans lesquelles les céréales, les légumes et les fruits ont été cultivés, récoltés et transportés, dans lesquelles le plat a été préparé, livré et servi. Car il sait que sa santé et celle des siens en dépend. Ce consommateur pousse de plus en plus de brasseries et de restaurants à se fournir chez les producteurs locaux et à afficher la provenance de ces produits. C'est déjà ses parents qui demandent en si grand nombre des aliments bio à la cantine pour leurs enfants, ces citadins comme ces ruraux qui font le succès des marchés locaux, des achats directs à la ferme et le grand retour du commerce de proximité. Et c'est là que le producteur retrouve la plus juste récompense et la reconnaissance de son travail. Le champ d'innovation ouvert par Internet, par les objets connectés et par le traçage de tout processus industriel est immense. Il va marquer la révolution agricole, énergétique et territoriale à venir. Je souhaite que mon gouvernement engage résolument la France sur la voie de l'innovation dans le suivi, le traçage et la transparence totale de la production alimentaire pour le consommateur et se fasse le champion de la révolution de la proximité. Au-delà des circuits courts, nous examinerons les possibilités que l'Internet des objets connectés et le traitement de masse des données ouvrent au traçage, au suivi, à l'exhaustivité de l'information concernant non plus une filière, non plus un produit générique, mais chaque produit individuellement. C'est la voie de la distinction qualitative, c'est la voie d'exigence du consommateur directement communicable aux producteurs et aux distributeurs, avec une modulation équitable des prix en temps réel, et c'est la voie d'une montée en gamme et en valeur des produits alimentaires qui est la seule voie de la compétitivité à terme. Avec la diversification des modèles et le soin de la terre, l'innovation et la voie de l'excellence, c'est aussi la seule voie pertinente pour reconstruire une grande agriculture française, riche de ses multiples modes de culture et d'exploitation, riche de l'expérimentation qu'elle réalisera dans les domaines féconds de la permaculture pragmatique, de l'agroforesterie, de la transition alimentaire, bref, dans des domaines que le rêve impossible du retour aux années 60 a trop souvent ridiculisé ou fermé, qui sont pourtant ce que le consommateur informé, soucieux et stressé attend et qu'il exigera bientôt. Les terres et les mers de France forment notre territoire. Elles le forment parce qu'elles sont politiquement contrôlées par la France, parce qu'elles sont administrées par la France, parce qu'elles sont habitées et exploitées par des Français. L'État, l'administration, l'investissement et l'activité font de forêts, de déserts, d'océans même des territoires, notre territoire. Je constate avec tristesse que ces territoires sont trop souvent à l'abandon. Je constate que la France, qui s'est distinguée par une exceptionnelle aptitude à aménager ses territoires, à garantir l'égalité territoriale à tous ses citoyens, s'est engagée dans une phase de désaménagement des territoires. Je constate comme vous l'abandon, le délaissement de villages, de cantons, de villes éloignées des métropoles, des voies de TGV ou des autoroutes et qui semblent encore plus éloignées des préoccupations de ceux qui, depuis Paris, Bruxelles ou La Haye,
prétendent diriger la France. Ce sont les mêmes qui lui enjoignent d'abandonner ses territoires d'outre-mer, les mêmes qui veulent une France soumise. Je n'accepte pas cet abandon. Je n'admets pas le repli de la France sur de seules mégapoles, le pillage des ressources et l'esclavage des hommes. Je refuse que le territoire de la France redevienne un désert ou une banlieue qui regarde passer les avions et les trains de la mondialisation, des avions et des trains qui ne s'arrêtent jamais et qui passent sans la voir. Et je refuse la perte de l'exceptionnelle expertise des services de l'État en matière d'analyse technique, d'études d'impact, de connaissance des écosystèmes, en matière d'écoute et de consultation de toutes les parties prenantes. Des services de l'État trop souvent méprisés par les politiques, ignorés par les idéologues qui se sont arrogés le nom de verts pour associer arrogance et incompétence. Comme si la protection de la nature pouvait s'accompagner de l'abandon des frontières. Voilà ce qui explique l'âpreté de conflits territoriaux présents et à venir. De Sivins à Roibon ou Notre-Dame-des-Landes, combien de projets ont été conduits de manière arbitraire, en contournant les rapports d'enquête d'utilité publique, les études d'impact ou simplement les lois. L'autorité de l'État, d'un État impartial, indépendant de tous les intérêts, est garante de la pacification des territoires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de réussir l'aménagement de tout le territoire, dans la sérénité et la solidarité nationale. Il s'agit d'abaisser le coût du reste à vivre en zone rurale, notamment grâce au développement des énergies renouvelables, plus encore par une autonomie accrue des territoires en difficulté qui se verront reconnaître un droit à l'expérimentation. Il s'agit de ne pas soumettre aux exigences indécentes de rendement, exigées par les marchés, des petites et moyennes entreprises qui trouvaient dans un système bancaire de proximité et dans des banques régionales de plein exercice des partenaires pertinents. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour permettre au dernier café, à la dernière épicerie, au dernier bureau de poste et à la dernière agence bancaire de se maintenir. Il s'agit d'adapter la fiscalité, les taxes, les obligations administratives et les normes à la situation concrète de territoires à bout de souffle. Et il s'agit de moduler les exigences publiques en fonction de l'intérêt national, que nos territoires vivent. Je considère l'animation des territoires français comme une priorité stratégique, aussi décisive que l'indépendance nucléaire, l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique. C'est aussi cela, la révolution de proximité. Nous n'affronterons pas les échéances qui se rapprochent sans un État en pleine possession de son territoire. C'est le point aveugle des discours convenus sur les défis planétaires et des accords mondiaux conclus à grand renfort médiatique, mais qui n'engagent que ceux qui y croient. Les seuls acteurs impartiaux, robustes et crédibles dans le temps de la défense d'une planète durable, représentant légitime des sociétés humaines, sont les États. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement de mettre en place des indicateurs et des déclarations de responsabilité nationale et environnementale qui s'ajouteront aux obligations de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises importées de l'extérieur. C'est le vrai critère de la responsabilité collective des entreprises. Les entreprises privées qui ne respectent pas les arbitrages collectifs en matière d'alimentation, de recrutement, de comportement, détruisent les conditions de la paix sociale, de l'ordre et de la sécurité des nations. Les biens communs du peuple de France, la qualité de nos eaux, la diversité de nos espèces animales et végétales, de nos modes de culture et d'activité, comme de nos organisations économiques et sociales, ce savoir-faire en matière d'aménagement du territoire qui a si longtemps fait l'unité de la France, la bienveillance du climat, du relief et leur accord avec les traditions et les mœurs ont été constitués, préservés et enrichis par nos institutions, nos collectivités, nos organisations associatives, coopératives, mutualistes. C'est notre devoir à tous que de défendre ce trésor national et de renforcer les structures qui l'ont fait grandir. Le prix Nobel d'économie, décerné en 2015, l'a confirmé. Les formes sociales, les organisations productives, les modèles de protection des biens communs, eux aussi, font partie de notre patrimoine. C'est mon devoir de les protéger, de les rendre plus résilients et plus robustes. C'est pourquoi je demanderai que soit étudiée une réforme des systèmes comptables
qui mettent fin à la fiction de la valeur instantanée de marché, qui prennent davantage en compte dans le bilan les stocks de ressources naturelles et qui intègrent les externalités de toute activité économique, en particulier quand elle détruit ou dégrade ces stocks vitaux. C'est pourquoi nous consoliderons le régime des installations classées en généralisant le principe de la responsabilité des sociétés mères sur leurs filiales et, à défaut, des investisseurs financiers sur les défaillances des entreprises qu'ils contrôlent. C'est pourquoi j'engagerai un audit de l'état de nos ressources naturelles et de leur évolution prévisible. Les côtes françaises ne sont pas à vendre et je renforcerai la mission imminente du Conservatoire du littoral afin de transmettre inchangé et même améliorer la splendeur des côtes françaises. La tentation du béton, de l'aménagement immobilier ou industriel extensif, pour légitime qu'elle ait pu être dans le passé, ne peut servir de politique pour la France. Nous ne sommes pas la Costa del Sol. Je demanderai à mon gouvernement de tirer toutes les conclusions d'une situation de fragilité financière qui menace notre modèle de propriétaire exploitant agricole. Le piège de l'endettement, celui de la fiscalité, menace de concentrer la propriété des sols aux mains de financiers ou de fonds d'investissement. Ça a déjà commencé. Une réforme ambitieuse de la propriété foncière viendra clarifier la mission nationale des SAFER, créée dans le cadre des grandes lois d'orientation des années 60-62, chargée de stabiliser le foncier rural et d'assurer l'installation des jeunes agriculteurs. Ces sociétés seront liées à une autorité de sûreté économique qui disposera de moyens d'enquête étendus et du pouvoir discrétionnaire de bloquer tout investissement étranger en France. L'air français n'est pas à vendre. Et nous développerons une politique ambitieuse de modernisation énergétique pour une France zéro carbone. Le choix du nucléaire a été déterminant dans l'indépendance de la France. Il sera confirmé. Nous accélérerons le passage aux technologies de production d'énergie décarbonée, qu'il s'agisse de la pile à combustible et du moteur à hydrogène, de la maîtrise de la fusion nucléaire ou de la réalisation d'immeubles autonomes en énergie. La ville intelligente, la campagne intelligente consomment moins d'eau, moins d'énergie, moins de terre, moins d'intrants pour vivre mieux. Si l'intelligence produit cette différence, aucun doute que la France saura la produire. Les hommes ne sont pas à vendre. Et c'est au nom du respect des hommes que nous détruirons les réseaux qui trafiquent les êtres humains et nourrissent l'appel aux migrants. Le hold-up émotionnel et mental réalisé par l'idéologie du multiculturalisme est une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité de la France. La réalité qu'il cache est le retour de l'esclavage et du trafic d'êtres humains. La France a été l'un des premiers pays à développer une conscience des paysages de la nature qui ne s'appelait pas encore environnement. Elle a été la première à créer un ministère de l'environnement, l'une des premières à disposer à travers des associations comme la Fédération France Nature Environnement et d'autres, d'organisations représentatives de toutes les sensibilités environnementales sans attendre les ONG anglo-américaines. Elle a compté parmi les plus éminents des siens les vrais inventeurs de l'écologie humaine qui furent ces grands chantres de la diversité des sociétés humaines, Claude Lévi-Strauss, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou encore Théodore Monod et Jean Mallory. Nous devons retenir la leçon. Je veux que la France redevienne cette référence de tous les pays qui refusent de s'aplatir devant la conformité de l'individualisme radical, devant une mondialisation des techniques et des systèmes qui signifie uniformisation. La diversité collective, la seule qui pose les limites à la cupidité et au désir infini de la société globalisée, est l'effet des frontières, de la souveraineté des nations et de la liberté des peuples de choisir leur destin. Cette diversité collective est garante d'un monde et d'une France durables. Diversité des organisations sociales, diversité des statuts économiques, diversité des cultures, des modes de vie, des désirs et des aspirations au bonheur des hommes. Singularité des choix d'infrastructures, le chemin de fer, le nucléaire, les services publics de la poste, des télécommunications ou des transports garantissent l'égalité territoriale au cœur de l'identité nationale. Singularité encore des pratiques coopératives et mutualistes qui ont tant fait pour le progrès collectif et solidaire. Je n'admets pas que nous produisions un monde dans lequel le pire est possible.
des accidents majeurs probables, un monde qui se consacre à trouver des solutions d'urgence aux crises et à préparer les catastrophes qu'il aurait fallu prévenir. Oui, une croissance inchangée dans sa nature serait porteuse des plus grandes menaces pour la vie humaine. Oui, mes chers amis, tout peut s'effondrer. Oui encore, disposer d'une eau saine, d'une alimentation variée, goûteuse et nourrissante, respirer un air pur, d'avoir une chambre chaude peut devenir le vrai luxe de demain. Un luxe que seuls quelques privilégiés pourraient s'offrir. Je ne me résous pas à ce que le progrès attendu débouche sur une régression majeure de notre civilisation et de nos modes de vie. Je n'accepte pas l'inégalité devant l'accès aux biens vitaux, devant les ressources primaires. Je n'accepte pas cette dépossession de nos biens communs et je n'accepte pas que les Français témoignent partout de leur inquiétude devant l'affaiblissement de l'État, de leur désarroi devant le désaménagement du territoire, la disparition des services publics, la difficulté d'accès aux soins, aux ressources essentielles, à des biens communs. Car ce dont ils témoignent, c'est que les mots d'égalité, de liberté, de fraternité se vident de leur sens sous le rouleau compresseur de la financiarisation absolue. Je le dis, toute politique consciente et responsable conduite au nom du peuple français sera une politique pour une France durable. Une politique qui assure les conditions de vie les plus amicales et les plus bienveillantes possibles, une politique qui entretienne et qui développe la diversité animale, végétale, aussi bien que la diversité des nations. Ce sera la politique que je demanderai à mon gouvernement de conduire. Je veux cette politique qui nous permette de continuer à savoir qui nous sommes et ce que nous devons à l'excellence française, à ceux qui nous l'ont transmise, à ceux qui la continueront après nous. Je veux nous redonner le bonheur des biens communs, ces biens qui ne s'achètent pas et qui sont les seuls biens qui comptent vraiment. Je veux rendre à tous les Français la confiance dans la communauté nationale et faire grandir le désir de France comme excellence, comme paix et beauté du monde. Je veux que nous puissions dire, nous, peuple de France, dans l'unité et la fierté face au siècle qui vient, que nous aurons tout fait, tout construit et tout engagé pour que vive la France. Je vous remercie.